Alors salut, t'es avec Jonathan pour la deuxième capsule de littérature. Cette semaine, j'ai choisi un sujet assez particulier, celui des tueurs en série, plus communément appelé les serial killers. C'est un sujet qui est assez trash, assez hardcore, mais c'est un sujet aussi qui est très intéressant. J'ai choisi 4 livres particuliers que moi j'ai vraiment adoré. Le premier, celui de Stéphane Bourgoin, le livre noir des serial killers. Une bonne brique, assez épaisse, une écriture assez petite, mais des détails très croustillants. On y narrate 7 des pires tueurs en série, passant du cannibale de Milwaukee à l'ogre de Santa Cruz. Vraiment des détails très croustillants. On est moins sur la psychologie, mais davantage sur le détail des meurtres, du cannibalisme, de tout ce que les tueurs en série préfèrent davantage. Fait que c'est vraiment très complet comme ouvrage. Je vous le recommande fortement. Le deuxième, toujours de Stéphane Bourgoin, Tueur tout simplement. C'est un livre qui est un petit peu moins complet, mais on rentre davantage dans la psychologie du tueur en série. Il y a beaucoup de témoignages aussi de psychiatres, de psychologues aussi. On est davantage sur le côté psychologique. Un très bon livre aussi, un petit peu moins complet, plus facile à lire, une écriture un petit peu plus grosse aussi pour ceux-là qui sont peut-être un petit peu moins friands de lecture. Le troisième ouvrage, Mes tueurs en série, de Nadia Fezani. J'aime bien le titre Mes tueurs en série parce que c'est vraiment, on sent le côté contact de cette personne-là. Nadia Fezani est allée rencontrer divers tueurs en série, recueillir leurs témoignages, mais aussi les interviewer face à face. C'est ce que j'aime vraiment de cet ouvrage-là, c'est qu'on rentre davantage dans la psychologie. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'avis de psychiatres sur le gestuel, sur les pensées, sur l'enfance, vraiment sur tout ce qui a trait à la psychologie du tueur en série. C'est un ouvrage très complet, très bien construit. Personnellement, moi, ça a été mon préféré, étant donné que j'aime beaucoup la psychologie de l'humain, et même si des fois, ces humains-là sont un petit peu plus déviants que nous, bien entendu. Le quatrième que j'ai choisi, pour vous madame, Mes tueurs en série. C'est ce qui est vraiment plaisant là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas rien que des hommes qui ont agi comme tueurs en série. Par contre, on voit beaucoup que les femmes, eux, quand ils deviennent tueuses en série, c'est davantage sur le côté familial. Ils ne vont pas tuer des inconnus, mais beaucoup plus des gens de leur famille, des amis, des gens qui les entourent aussi. Un petit peu moins de tueuses en série, souvent c'est aussi des femmes qui ont tué simplement pour avoir le droit à l'assurance vie de leur mari. Bon, on en a quelques-unes comme Mamie Dolly qui a tué plusieurs personnes dans sa famille par des empoisonnements alimentaires. C'est vraiment plaisant de pouvoir différencier le tueur en série de la tueuse en série. C'est un livre qui est un petit peu moins lourd, quoique il y a quand même quelques détails croustillants, mais c'est beaucoup moins trash, beaucoup moins hardcore, par exemple, que le premier que je vous ai montré, le livre noir des serial killers. Par contre, c'est quand même un incontournable. Ceux qui veulent approfondir le sujet, en connaître davantage, tant du côté des hommes que des femmes, c'est un ouvrage que je conseille fortement. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture en compagnie de tous vos serial killers préférés et je vous dis à la prochaine pour la prochaine capsule de littérature. Alors bonjour et bienvenue à cette seconde chronique jeux vidéo fait par moi, Francis Canté-Picard. Aujourd'hui, moi je vous parle de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion qui est sorti le 18 novembre 2001, exclusivement sur la console GameCube évidemment, qui est une de mes consoles favorites. En gros, ce que c'est, Luigi's a gagné un manoir. Il n'a pas participé à rien en particulier. Et il doit se rendre là-bas avec son frère Mario, pour évidemment probablement festoyer. Il se rend là-bas, son frère Mario n'est pas là, et le manoir est plongé en pleine noirceur, et par-dessus tout, il est infesté de fantômes. Donc, évidemment, ayant peur du noir et ayant peur des fantômes, Luigi est un peu pris au piège. Mais finalement, il y a le professeur Igad qui vient à sa rescousse avec le Poltergust 3000 qui lui permet d'aspirer les fantômes. Donc, Luigi va s'armer de son Poltergust afin d'aller aspirer tous les fantômes. Donc à la jouabilité, c'est très à la Ghostbusters, ce qui est vraiment super le fun à jouer sur ce niveau-là. Tout plein de types de fantômes aussi. Ensuite, pour les graphismes, c'est sûr que c'est très rond, très beau.
je trouve très coloré aussi, c'est ce qui rend le jeu vraiment très amusant, très le fun. On peut vraiment beaucoup interagir aussi avec son environnement, autant avec les médaillons qu'on va recevoir qui est le feu, la glace et l'eau. On arrose les plantes pour avoir des gemmes supplémentaires, pour avoir une haircut à la toute fin. Ce jeu-là est vraiment court, je trouve beaucoup trop court pour la qualité de ce jeu-là. Puis la rejouabilité, pardon, n'est pas vraiment très là non plus. Mais ça reste un jeu vraiment très simple, super amusant, encore possible de se procurer dans les marchés aux puces et tout ça à un prix très raisonnable. Je vous le suggère fortement. Luigi's Mansion, moi ça reste un de mes jeux de plateforme favoris et c'est ça. C'est ce qui va conclure ma deuxième chronique jeux vidéo. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Bonjour, vous êtes avec Jeff pour la deuxième chronique de cinéma. Aujourd'hui, je vous parle du dernier film de Bruce Willis, A Good Day to Die Hard, qui est le 5e volet de la saga Die Hard, dont le premier qui est apparu en 88, Die Hard, qui a fait connaître Bruce Willis au grand écran comme action hero. Ensuite, il y a eu le deuxième qui est apparu en 1990, qui était Die Harder. Ensuite, le troisième en 1995, qui était Die Hard with a Vengeance. En 2007, c'était le grand retour du personnage John McClane, joué par Bruce Willis, qui était Live Free or Die Hard. Et maintenant, A Good Day to Die Hard, qui est apparu à nos écrans le 13 février 2013. Donc, ok, pour commencer, je vous dirais, pour les grands fans de Die Hard, c'est plaisant de revoir notre personnage préféré, John McClane, à l'écran. Mais je vous dirais, de loin, c'est le moins bon de la série. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vous dirais que la première, c'est le scénario. Le scénario est vraiment très soft comparativement aux autres films qui étaient... C'était la pierre angulaire de ces films-là. C'était un scénario qui était bien ficelé. On parlait dans les autres films, c'était un personnage qui était à ma foi ordinaire, qui se ramassait dans des situations extrêmes. Comme dans le premier, le policier de New York qui se ramasse à Los Angeles, qui est dans la tour d'Academy Plaza et qu'une attaque terroriste arrive et c'est le seul qui peut sauver tout le monde. Dans le deuxième, c'était l'aéroport à Washington. Le troisième, il sauvait la ville de New York. Dans le quatrième, il sauvait pratiquement l'Amérique au complet. Et dans le cinquième, il sauve Moscou. Moscou. OK. Donc, il faut rappeler aussi que dans le troisième, c'était le premier film de Die Hard qu'il y avait vraiment un acolyte avec lui pour accomplir sa mission. Puis là, on a eu le quatrième, les Free for Die Hard, que c'était un peu l'espèce de principe de retour des personnages des années 80, qui avait été, ma foi, bien amené. John McClane, il était accompagné d'un petit jeune, mais ce petit jeune-là, il prenait pas trop de place. Tandis que dans ce film-là, A Good Day to Die Hard, le petit jeune qui accompagne John McClane, c'est son fils. Et à mon avis, il prend beaucoup trop de place dans le film. Ce qui met un peu Bruce Willis de côté, puis ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était un peu plus désagréable. Ensuite de ça, il y a la durée du film. Toutes les autres Die Hard, ils duraient soit 2 heures, 2 heures et demie, et celui-là, il dure 1h38. Ce qui fait que l'action est très condensée, et ça peut être même, ma foi, saccadé par moment. Je vous dirais que, premièrement, le réalisateur qui a tourné ce film-là, c'est pas un réalisateur que j'apprécie personnellement. Il s'appelle John Moore. Ceux qui ne connaissent pas John Moore, ben, tant mieux pour vous. Mais c'est lui qui a tourné Max Payne, qui était un désastre cinématographique, si je peux me permettre. Parce que moi, en étant un fan de Max Payne, j'ai été très déçu de ce film-là. Mais bon, A Good Day for Die Hard, il y a des bons côtés.
Bruce Willis, il est toujours efficace à l'écran. Il y a toujours des bonnes blagues, bien amenées, encore super le fun. Puis c'est peut-être pour ça que je le démolirai pas trop, ce film-là. Parce que moi, je suis un très grand fan de Bruce Willis. J'ai quasiment vu tous ses films. C'était plaisant de le revoir en tant que John McClane. Mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Même, je vous dirais, attendez de le voir en Blu-ray. Ça vaut pas vraiment la peine de le voir au cinéma. Ensuite de ça, je vous dirais, au niveau de la technique cinématographique, il y a vraiment... ça a été un défaut comparativement aux autres, je vous dirais, parce que vu que le film est très court, les scènes d'action sont rapides, même parfois trop. Puis c'est ça que j'ai trouvé désagréable selon la tournure du film. C'est que on a de la misère à voir les personnages des fois dans l'action tellement que ça se passe trop vite. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc, si vous voulez mon avis, je vous donne un 6 sur 10, ce qui est la même cote que sur IMDb. Et sur Cinoche.com, il leur donne un 3 étoiles sur 5. Et je suis très très d'accord avec leur cote. Donc, c'est ça. John McClane de retour dans A Good Day for Die Hard. Attendez-le en Blu-ray, ça va valoir plus la peine. Merci beaucoup. À la prochaine.